Coucou l'équipe, alors on se retrouve pour une petite présentation sur Recette, parce que c'est un personnage que j'estime très bon, très fort. Le seul problème c'est sa vitesse, c'est du lent. Mais c'est potentiellement un personnage qu'on va assez vite retrouver, je pense, en GDA. Surtout sur de la ruée, forcément, lent ruée. Après, pas que, parce que ça peut être aussi un personnage très intéressant sur des compos classiques, avec un boost, potentiellement un boost de mana qui peut lui être offert, et le faire déclencher un peu plus rapidement. Donc on sait qu'on peut assez facilement le faire déclencher en 11 tuiles. Ce qui est le plus dur, c'est de descendre. Et pour descendre, il faut vraiment drastiquement augmenter le mana du personnage. Donc ça après, hein, on fera un calcul plus tard sur le mana pour l'élan. Donc E7 c'est un jaune, c'est l'un des personnages les plus puissants du jeu, hormis les costumes, certains costumes évidemment, de pas tous les personnages encore. On se retrouve avec une attaque à 954, une défense à 966, des points de vie avoisinant les 1800. Donc c'est très correct comme stat, surtout en défense, c'est quand même très bon. Maintenant on a des personnages qui attaquent les 1000, 1050 en défense, ok, mais ça reste exceptionnel et ça reste un personnage très résistant. En l'occurrence, je crois que Agrafena est un petit peu en dessous en termes défensifs. On va aller voir ce que j'ai. C'était combien? 960 environnant. Donc là, en l'occurrence, qui est pris le plus faible hein, en défense. Rock, j'en parle même pas. Francine, c'est pareil. Octros est au-dessus. Donc ça, c'est bien. Mélena en dessous. Et on va avoir Agrafena, 947. Donc voilà, hein, même sur des anciens tanks qui étaient potentiellement utilisés comme tels, et ben on se retrouve avec un personnage qui est beaucoup plus résistant, qui est quand même plus résistant, beaucoup plus, pas forcément. Donc après, au niveau de l'utilisation de ce personnage, donc ce qu'il va faire, il va sniper dans un premier temps. Il va sniper un personnage, donc en l'occurrence, si vous attaquez un sombre, il attaquera avec des dégâts supplémentaires, donc c'est à peu près à hauteur de 50%, si je me trompe pas. Donc là, on passerait sur une attaque à 400% sur un sombre. Et ensuite, donc, il va infliger 180% de dégâts à 5 ennemis aléatoires. Donc il va taper 5 fois un ennemi plus celui-là du sniper. Donc en gros, il va faire 6 frappes, mais pas d'intensité égale. Du moins pour la première et les 5 qui vont suivre derrière. Il va infliger des dégâts supplémentaires si la cible est sombre. Donc après, potentiellement, elle peut attaquer la cible qu'elle a snipée en premier. C'est pas dit, c'est aléatoire. Donc elle peut très bien réattaquer 5 fois le même personnage que vous avez attaqué avec l'attaque sniper. Après en l'occurrence c'est très rare, mais il se peut que sur un deuxième, troisième coup, elle puisse le faire sur le personnage que vous avez snipé en sombre. Donc remettre des dégâts finalement supplémentaires au sombre. Et ça c'est quelque chose qui est très bien, qui va beaucoup aider je pense en titan à faire des scorings encore plus de malades. C'est qu'il va elle va altérer la puissance de tous les boucliers de type sacré sur le plateau lorsqu'un héros attaquant lance la compétence spéciale. Lorsque le héros défenseur lance la compétence spéciale, le bouclier perd moins 57%. Alors que si vous la lancez, vous gagnez plus 64% de dégâts de tuiles. Donc c'est un peu moins, on va dire, avantageux lors des phases de GDA, surtout hors ruée, parce qu'en général, on va avoir du mal déjà à chercher les 11 tuiles, hein, 10 tuiles, pour l'élan. Donc on va pas avoir forcément de tuiles restantes. Par contre, sur des titans, ça va être quelque chose qui va vraiment changer les choses. Plus 64%, il n'y a pas énormément de personnages qui le font. Je crois que c'est peut-être même l'un des seuls personnages qui le fait sur de la tuile. Donc ça va franchement émettre déjà quelque chose de très fort. Autant en puissance en titan, on avait déjà ce qu'il fallait sur du vert ou sur du rouge, avec Xenobia ou Ratastork, je sais plus comment. Maintenant on se retrouve avec E7 qui va faire exactement la même chose, qui va augmenter la puissance de tuiles. On avait Jot aussi qui le faisait, et Alexandrine qui le faisait différemment, puisqu'elle le faisait sur les critiques. Et je crois qu'on... non, puis c'est à peu près tout, je crois. Donc, c'est un personnage qui reste exceptionnel rien que par rapport à cette CS-là, et qui va vraiment permettre d'augmenter votre scoring titan. Très fortement, très intensément. Après, l'avantage, on va dire défensif de cette CS, c'est que si vous le mettez pas en tank, vous le mettez sur un flanc pour protéger un tank violet par exemple,
Quand il va déclencher et que la personne n'a pas eu le puzzle nécessaire pour aller entamer le tank violet, quand les tuiles vont tomber, et bah elles vont se retrouver, enfin si elles sont tombées déjà sur le plateau, elles vont se retrouver avec moins 57% de précision, d'attaque, pardon. Donc ce qui va permettre au tank violet de tenir un peu plus quand même. Donc ça peut être avantageux, faut voir dans quelle technique, dans quel compo on l'utilise. Sur une phase défensive, je le verrai pas forcément en tank, mais je le verrai très bien sur un flanc, surtout en ruée, pour venir empêcher au tank violet de se faire attaquer sur les tuiles qui sont potentiellement sur le plateau. Son attaque, sa CS elle est géniale, moi je trouve ça super bien. Avoir des personnages qui tapent sur 5 comme ça, et en gros en fait ça fait 6 attaques, donc c'est comment on pourrait dire, une sextuple lame, c'est ça? Non, je sais plus comment on dit. Bref, quoi qu'il en soit, ça fait énormément de dégâts. On sait très bien qu'on a des personnages aussi en lent comme Khufu qui attaquent sur tout le monde avec redondance, donc en fonction des personnages qui sont à côté. On va avoir Kongalash qui va aussi attaquer aléatoirement sur 5. Donc si on arrive à coupler voilà, 2 ou 3 personnages comme ça sur de la ruée, votre défense elle est presque intouchable. Ça va attaquer tellement fort de tous les côtés qu'on est pratiquement sûr que si l'un ou l'autre déclenche, on va se retrouver avec une défense qui va exploser en fait l'attaque en face. Donc nous, dans notre team, on en a un Nono qui a Agmossi et Khufu. Donc autant dire qu'on a 2 personnages qui attaquent sur 5, qui peuvent potentiellement éliminer une attaque complète, une team complète en attaque en une seule fois. Donc des défenses comme ça, c'est rare, c'est bien, c'est fort. C'est utilisable, on va dire, en ruée et sur d'autres GDA à condition de pouvoir booster le mana. Et c'est des personnages qui sont ultra intéressants par le biais de leur puissance. Après, ça reste lent, donc forcément, en utilisation, si vous l'avez et que vous n'avez pas de troupes correctes, il va être très dur pour des moyens level d'aller utiliser ce genre de personnages. C'est vraiment des personnages, on va dire, un peu experts, qui vont permettre de gagner des raids pratiquement à eux seuls, en fonction de qui on va le coupler. C'est un personnage qui peut très bien s'utiliser en 3-1-1, en arc-en-ciel, en 2-2-1, en n'importe quelle formation, mais tout dépend de qui c'est qu'on va mettre à côté de lui. En arc-en-ciel, vous mettez des soigneurs en très rapide, comme je pense à Azog, ou d'autres personnages comme Antor qui va le faire aussi en rapide, hein, et qui va permettre de booster le mana, la santé de vie. Elle derrière, elle va tenir, elle va chercher ses tuiles, elle va déclencher, et derrière vous allez shooter. Il suffit que vous mettez voilà, un Morel ou même un Tubertus costume, derrière vous allez lui donner la possibilité d'encore plus émettre de force sur son attaque, et vous allez éliminer une team en face. Donc ça reste un personnage très très intéressant, un peu compliqué quand même à utiliser par le fait que sa vitesse soit du lent, mais j'ai très bien vu des Khufu apparaître sur du raid et me laminer parce que bah voilà, où je trouvais pas mon plateau de tuiles, j'arrivais pas à le tourner correctement, à trouver mes descentes et à le gérer, ou parce que j'avais pas mis suffisamment de force ou de soins pour pouvoir pallier à l'attaque de Khufu. Donc après il y a des techniques, avec certains personnages c'est toujours pareil, donc ça reste des personnages durs à utiliser, mais quand ils lancent il faut avoir des personnages qui sont très conditionnés pour pouvoir leur résister, et ça devient de plus en plus compliqué. On s'est retrouvé avec une ribambelle là sur la S5 de gros cogneurs. À l'époque il n'y avait que Milena sur sa mana 2 qui pouvait faire potentiellement autant de dégâts, et certains ninjas, et on était sur des déclenchements 12 à 15 tuiles. Maintenant on se retrouve sur du déclenchement à 11 tuiles, 12 tuiles, grand max, avec des cogneurs extrêmement forts. Même un Magikarp, qui était à l'époque le top du top, il est en très lent. Ça, c'est des personnages, pour moi, qui devraient être en très lent, pas en lent. Donc bon, on se retrouve avec un certain déséquilibre de puissance, où finalement, des experts du jeu vont pouvoir les déclencher très très rapidement. J'ai déjà vu des compositions faites que de lent, et avec un Ludwig. Et Ludwig, bah, j'ai pas pu l'empêcher de déclencher, j'ai pas pu le déspell à temps. Et derrière, il m'a envoyé un Khufu, il m'a envoyé un Amoxy en plein dans les dents. Donc j'ai rien pu faire. En 2 attaques, j'étais plié sur ma team la plus forte. Donc voilà, c'est des compos, même si c'est lent, ça reste efficace. Il faut que ça soit très bien élaboré. Les gens qui vont avoir ce personnage-là, de toute façon, ne sont pas des gens lambda au jeu, ce sont des gens qui sont habitués au tirage, qui sont habitués à jouer avec. Donc on va se retrouver avec des défenses très fortes avec ce personnage-là. Et j'espère que les gens vont pouvoir un petit peu comprendre ce personnage-là, qui semble un petit peu atypique comme ça, mais qui est très très fort. Et même techniquement, qui n'est pas très compliqué, c'est juste au niveau de sa vitesse, où là il va falloir un petit peu trouver des solutions pour pouvoir s'en servir, on va dire, avec récurrence.
Pour pas le mettre au placard, parce que c'est dommage d'avoir un personnage aussi fort et de l'avoir mis au placard pour 2-3 problèmes de gestion de puissance et d'affaiblissement en face. L'avantage aussi sur ce personnage-là, et pourquoi c'est bien, et mine de rien qu'il soit en lent, parce que ça reste un paladin, et un paladin ça résiste, ça a de la force, enfin ça a de la force de résistance. Donc avoir un lent en paladin, c'est pas forcément, comment dire, stupide. Parce que du coup, c'est vrai que ça ramène pas forcément sa vitesse, mais ça ramène sa résistance, on va dire, à une vitesse plus accrue. Alors je m'explique, plus un personnage résiste, plus il a la possibilité de résister à trouver votre bon puzzle. Il va résister aux charges d'attaque, vous allez avoir plus de temps pour pouvoir trouver votre puzzle. Donc forcément, ça va pas forcément augmenter sa rapidité d'action, mais ça va renforcer votre possibilité de puzzle, votre choix, vos possibilités de mouvement, combien vous pouvez en faire. Et pas forcément en termes de rapidité, mais vraiment en termes de travail de puzzle. Vous pouvez très bien travailler un puzzle pendant 5-6 tours. Si en face, c'est pas très fort en termes de déclenchement premier, je dis pas secondaire sur les flancs ou sur les ailes, mais vous pouvez très bien chercher votre puzzle pendant 5-6 tours, enfin le trouver, le déclencher en cascade, prendre une première charge en face, et je sais plus trop pourquoi je voulais en venir à là. Ah, je sais plus du tout, je me suis perdu dans mes explications moi aussi. Bref, passons. Je reviendrai bien un jour ou l'autre sur ce que je voulais dire par là. Ah, ça m'énerve. Oui, donc voilà, je parlais au niveau du paladin, excusez-moi. Donc vous allez prendre votre charge. Mais lui derrière il va pouvoir charger, résister, avoir déclenché son paladin s'il est bien emblémé correctement. Et ça va partir, vous allez pouvoir lancer votre composition avec la casquette de tuiles, ça va charger tout le monde si vous avez fait une composition forte et rapide à charger, hormis E7. Et derrière, vous allez simplement pouvoir éliminer votre team en face. Donc il y a plusieurs combines en fait avec ce personnage-là. Par contre, ce n'est absolument pas un personnage à mettre une troupe ninja. Là, ce n'est vraiment pas intéressant. On a besoin de le faire déclencher très rapidement. Sauf si on est en ruée et qu'on a mis un bard dans l'équipe où on va récupérer les 5% nécessaires pour déclencher en 6 tuiles. Mais ce n'est pas un personnage, hormis en ruée et sous certaines conditions, que vous allez utiliser avec une troupe ninja. C'est vraiment un personnage que vous allez utiliser avec une troupe magie, avec une troupe mana. Pas une Styx, parce que je vois pas trop l'intérêt, sauf si vous avez une défense où il n'y a pas de soigneur. Dans ce cas-là, la Styx prendra lieu, parce que son soin est remplacé par la percée. Donc là, forcément, si en face on a du renvoi, E7 aura la possibilité avec la troupe Styx de renvoyer le renvoi, ou du moins d'aller le percer. Donc ça pourrait être très intéressant, pourquoi pas. Après voilà, on a besoin d'augmenter sa vitesse d'action. Donc suivant ce que vous avez comme troupe, et suivant comment vous avez axé vos troupes et vos attaques, vous trouverez certainement une troupe adaptée à ce personnage-là. Quoi qu'il en soit, il faut aller chercher le mana pour pouvoir déjà descendre en dessous de 11 tuiles. Et si vous avez des personnages comme maintenant avec le portail d'invocation des 100 invocations, on peut se retrouver avec Ariel pour pouvoir booster le mana. Il serait peut-être intéressant d'aller trouver une composition défensive avec Ariel pour pouvoir déclencher le set très rapidement. Donc voilà, c'est des petites compositions comme ça qui pourraient être très sympas, qui pourraient augmenter son potentiel actif, son potentiel de vitesse pour rendre plus efficace son attaque. Oh, chien, viens ici. Donc voilà, donc ouais, moi je trouve que c'est un très très bon personnage. Emblème VLB, forcément, les gros cogneurs comme ça, il faut pas hésiter. Savoir si on l'emblème plutôt attaque, défense ou défense vie, moi je dirais quand même plus attaque défense, parce qu'on a besoin que ces personnages fassent un max de dégâts. 185 c'est pas énorme, mais justement ça pourrait potentiellement monter un peu plus haut. C'est toujours pareil, je sais pas comment les personnages sont emblémés d'origine, peut-être que je pourrais peut-être en déduire si je fais ça. Ah ouais, donc là en fait le personnage pour moi il est emblémé en défense vie. Donc si vous l'emblémez en attaque défense, à mon avis vous avez encore plus de puissance avec ce personnage là. C'est juste que là il est emblémé défense vie. En tout cas ça en a tout l'air. À voir, hein, parce que peut-être que le chemin d'emblème donne plus, enfin le chemin d'emblème paladin donne plus de défense que d'attaque. Donc peut-être que entre le LB et le mode classique, normal, on s'est retrouvé avec un dépassement de défense dû à la classe, au nœud de la classe paladin, et pas forcément dû à l'emblémage. Mais bon, à vérifier, parce que j'avoue qu'il n'y a pas trop de points de vie supplémentaires, donc je pense que la défense vie a été augmentée.
Donc ça peut être un personnage voilà, encore plus fort en réalité. Et on a aussi son passif qui est très bien. Donc 70% de réaliser les actions suivantes lorsque ce héros utilise sa compétence spéciale. Donc inflige 70% de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Donc ça c'est très bien parce que une baisse d'attaque ça permet une possible résistivité supplémentaire. Le fait que ce soit un paladin qui casse l'attaque, ça fait que l'attaque en face, ou du moins la défense, aura moindre impact. Et deuxièmement, elle va infliger 70% supplémentaires de dégâts. Donc vous infligez 70% de dégâts supplémentaires, à une hauteur de 70% de réussite. Ok, bon. Plus les 250 que vous avez mis en sniper et les 5 frappes que vous avez mis à 180 sur un ennemi aléatoire, en sachant que je crois que c'est plus qu'Afrique, ça fait énormément de dégâts en réalité. C'est un personnage comme les Amoxi ou les Kufu, eux qui ont, je crois, le même passif, vont faire d'énormes dégâts en supplément par rapport à ce passif. Donc ça c'est très important. Et ensuite on a un passif de famille, donc un lien familial. Donc bonus pour un ou deux personnages, 50 à 70% de chance de conférer moins 35% de précision pendant 2 tours, d'infliger 196 points de dégâts de brûlure sur 2 tours à un ennemi qui inflige des dégâts de compétences spéciales à ce personnage. Donc dès qu'un personnage adverse va envoyer sa CS et qui va infliger des dégâts E7, elle va potentiellement déclencher son lien de famille. Donc ça peut être très important, très utilisable aussi, car ça va baisser la précision et forcément vous donner encore plus d'endurance et du moins plus de loupés en face pour vous permettre de esquiver les charges de dégâts et donc derrière avoir plus de possibilités de résistance et donc d'aller trouver votre puzzle et d'aller le travailler pour pouvoir déclencher au moment opportun, car il ne faut pas déclencher à n'importe quel moment son puzzle, il ne faut pas être pris par le speed ou par le manque de réflexion ou par l'angoisse, il faut savoir être concentré sur chaque mouvement pour pouvoir justement réfléchir et l'emporter, même si évidemment ce n'est que théorique. Et ensuite, on va voir si la compétence spéciale de l'ennemi élimine le personnage, la probabilité passe de 75 à 100%. Bon, ça c'est moins drôle, mais ça peut potentiellement servir. Si cette saute, elle se retrouvera à mettre 100% de son passif familial à l'ennemi. Donc c'est un peu ça peut être calculé, hein. On peut décider de ne pas soigner un personnage parce qu'on se dit que si elle part sur la prochaine attaque, ça peut potentiellement éliminer toute une équipe en face. Si on n'a plus de puzzle, s'il reste peu de PV en face, qu'on a réussi à bien grappiller et qu'il y a quelques PV restants à quelques personnages, on peut tenter le suicide avec 7 pour justement éliminer sans forcément jouer sur le plateau ou toucher une CS d'un personnage. On peut potentiellement déclencher un peu plus tard. Donc on peut calculer ce genre d'attaque, ces bombes de fin, pour justement trouver un petit peu un juste milieu entre attaque de plateau, attaque de CS et les attaques de passif qui deviennent maintenant très intéressantes à jouer par le fait qu'on peut jouer stratégiquement sur ce genre de je ne saurais pas trop comment dire, d'action stratégique. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage complet, mine de rien. Il manquerait plus qu'il fasse du soin, alors là ça serait exceptionnel, même 10% ça serait génial, mais il faut pas abuser quand même. C'est en lent, c'est normal, c'est tellement puissant que ça sera en rapide, j'y croirais pas. Donc voilà, on se retrouve avec un personnage conditionné un petit peu, mais suffisamment souple pour qu'on puisse commencer à jouer stratégique avec ce genre de personnage. Il faut pas oublier que ça reste un personnage qui est quand même précis et qui va devoir quand même demander un bon placement GDA ou du moins en raid, en équipe de compo pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà les amis, sur ce je vous laisse. E7 c'est fini, on reviendra sur d'autres personnages plus tard en fonction des demandes aussi, si des personnages sont plus intéressés par certains que d'autres. Dans ce cas-là on ira chercher un petit peu leur spécificité et leur utilisation. Allez, prenez une bonne partie de votre week-end pour vous reposer, c'est très important. Restez concentrés, boost attaque sur la GDA, donc c'est les GDA pratiquement les plus simples. À condition de quand même bien faire attention au boost attaque et au cumul des boost attaque. Il faut éviter le cumul d'attaque en face et surtout sur les petites attaques en passif qui peuvent devenir tout aussi dangereuses que les CS. Et les CS, j'en parle même pas. Allez, prenez soin de vous, bisous bisous.